On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'un des meilleurs gérants de restaurants McDonald's au Canada. Il travaille à celui de Conrad Gosselin dans le secteur Iberville. Mais d'abord, on vous parle de l'ouverture récente du refuge pour animaux ProAnima, un investissement important à Saint-Jean-sur-Richelieu dans le secteur de la rue Pierre-Caisse. Voilà une bonne nouvelle pour la population et même à la limite, j'aimerais quasiment dire aussi une bonne nouvelle pour les animaux eux-mêmes. Enfin, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a maintenant un refuge digne de ce nom. On a procédé à l'ouverture le 7 décembre dernier. C'est à l'extrémité de la rue Pierre-Caisse, dans le parc industriel. Pour pouvoir développer là-dessus avec Annie Kirouac, qui est la directrice générale de ProAnima. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Expliquez-nous tout d'abord le contexte, parce que, bon, ici à Saint-Jean, depuis quelques années, disons que c'était un peu compliqué, hein, toute la partie où la ville et la surveillance par rapport aux animaux puis les licences. Puis là, on a vu il y a quoi, un an ou deux, je pense que ProAnima est maintenant en lien avec Saint-Jean, où là, maintenant, on peut avoir les fameuses médailles. Puis là, on savait que ce projet-là s'en venait. Bref, expliquez-nous depuis le début comment les relations se sont établies entre la ville de Saint-Jean et ProAnima. Oui, bien merci. En fait, ProAnima a comme, en fait, notre slogan est « Servir les gens, aider les animaux ». Donc, depuis le début, on est toujours disponible pour les municipalités qui cherchent une option et qui n'ont pas accès à une option pour leurs animaux de façon éthique et responsable. Pour nous, donc, ils sont venus à nous, je pourrais dire, rechercher certaines options qui étaient offertes pour eux. Pour offrir, parce que ce que je comprenais des élus de l'administration en place, c'était un enjeu vraiment important. Là. Les gens cherchaient un service qui était à la hauteur de leurs attentes, et je les comprends. Et c'est pour ça qu'on était là et heureux de l'être. Donc, dès le départ, là, il y avait vraiment une volonté, je dirais, de tout le monde en place pour mettre ça en branle. Donc, depuis le 1er janvier 2019, qu'on offre les services, qu'on a une entente de service. Mais c'est sûr que notre volonté, puis j'étais contente de voir que c'était celle de l'administration et des élus aussi, c'était d'avoir un point de service parce qu'à la base, nous, le refuge principal était à Boucherville. Donc, depuis le 1er janvier 2019, on est en mesure de faire des navettes et de venir vers les gens. Il y a un service de proximité, je dirais, qui a été mis en place, mais c'est sûr que ça ne remplaçait pas d'être tout près des gens puis vraiment d'avoir un point de service. C'est que la Ville a eu pendant un certain temps, en fait, a déjà eu, il y a très longtemps, des services animaliers. Mais à un moment donné, on l'avait plus. La manière, il se passait quoi? On appelait au poste de police, puis là, on ne savait pas trop quoi faire avec ça. Là, au moins, on savait depuis un petit peu plus qu'un an qu'on pouvait appeler chez vous, même si vous étiez à Boucherville. Mais ultimement, il y avait ce projet-là de construire le refuge à Saint-Jean. Oui, effectivement. Ce projet-là était là au tout début, mais il faut savoir que même si nous aussi, on était très, très pressés d'avoir un point de service, c'est important de prendre le temps de bien le faire, de le faire correctement. Puis à l'emplacement aussi, le choix de l'emplacement, je dirais, était clé dès le départ. On a eu beaucoup d'appui de l'administration en place, du développement économique, mais vraiment trouver un point central, près des gens, mais facile pour nos intervenants aussi d'accéder aux animaux en détresse puis aux gens dans le besoin. Bon, quelle est la petite histoire de ProAnima? C'est une belle histoire, en fait. C'est une histoire qui m'inspire beaucoup. C'est vraiment, à la base, c'est venu de municipalité, ville de la Rive-Sud, Longueuil, pour ne pas les nommer, là, Longueuil, Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville, qui étaient à la recherche d'un partenaire comme ça, qui était desservi par une fourrière traditionnelle, mais comme ça évolue, et tant mieux, ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment besoin d'un organisme qui les servirait mieux. Donc, c'est Mme Geneviève Desrochers, qui est toujours aujourd'hui notre présidente, qui est notre fondatrice, présidente du CA, qui bénévolement a fait ses recherches. Elle est ingénieure de formation. Puis bénévolement, elle a fait ses recherches, puis avec son mari, qui était dans le domaine des affaires, ont monté cette entreprise-là, qui aujourd'hui est un OSBL. Donc, elle n'a rien retiré de ça financièrement, mais vraiment pour son amour des animaux. C'est ce qu'on appelle une entreprise d'économie sociale. Effectivement. C'est un peu ça le concept. Et là, aujourd'hui, vous desservez maintenant à peu près combien de municipalités ou les plus grosses que vous desservez? Là? Bien, je dirais la plus grosse est toujours le Grand Longueuil, mais la deuxième en importance en termes de population serait maintenant Saint-Jean-sur-Richelieu. On dessert toujours Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville. Puis depuis plus récemment, en fait, c'est beau parce que notre association avec Saint-Jean-sur-Richelieu déboule aussi et inspire d'autres petites municipalités du Haut-Richelieu à joindre à nous. Donc maintenant, on dessert Noyant, Venise-en-Québec,
Saint-Valentin, Saint-Alexandre et Saint-Blaise-sur-Richelieu. OK. Donc, également, il y a des municipalités de la MRC du Richelieu qui font Oui. affaire avec vous comme service animalier maintenant aussi. Oui, effectivement. Bon. Il y a quand même, je présume, bon, vous étiez bien installé à Boucherville, là, puis on avait déjà fait une visite en photo, là, on avait eu ça C'est l'année vrai, passée. oui. Mais là, maintenant, d'avoir une installation à Saint-Jean, on parle d'un investissement de 1,8 million, on parle de quoi? 4000 pieds carrés environ. Oui. Donc, quels sont les avantages d'avoir ce refuge-là physiquement à Saint-Jean maintenant? Bien, l'avantage est grand en ce sens que c'est prouvé dans le domaine de la médecine de refuge que d'être près des gens, c'est ce qui démontre ou fait vraiment une grosse différence dans l'efficacité. Donc, ça peut faire la différence entre quelqu'un qui va se dire bien, je vais aller réclamer mon chat plutôt que de le laisser au refuge puis de m'en trouver un autre. Je sais que pour certaines personnes, ça peut paraître épouvantable, mais c'est la réalité. Ça peut être aussi de venir faire stériliser son animal, venir chercher sa médaille, bref, d'être près des gens. Puis un membre de la communauté à part entière, c'est important. Bon. C'est quoi la différence entre une fourrière traditionnelle, comme on connaissait là, il y a 10, 15, 30 ans même, puis un refuge comme le vôtre? Bien, à la base, être un OSBL, ça veut dire que notre but est de prendre les sous qu'on reçoit, que ce soit des montants de service de nos contrats avec les villes ou des dons que les gens nous offrent généreusement pour sauver les animaux. Donc, on ne retire pas de profit à faire ça. Ça va entièrement à nos opérations, donc à sauver les animaux. Je pense que c'est la plus grande différence. Puis, on cherche toujours des moyens, justement, de sauver le plus d'animaux. Tu sais, pour une fourrière qui doit faire des profits, tu sais, pour qui, en fait, c'est ça, la côté profitabilité est essentielle. Je pense que c'est plus difficile pour eux de faire ça. Parce que, on va le dire, les tuer, les animaux, ça coûte pas cher, mais les sauver, c'est sûr qu'il y a un coût à ça. Bon. Et les animaux, il faut le dire aussi, là, depuis le 1er janvier 2019 à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est une obligation d'enregistrer son animal, autant chien ou chat. Puis là, il y a un nombre aussi maximum. Je comprends que la police ne vient pas cogner à votre porte pour vous donner des contraventions, mais il faut enregistrer son animal. En même temps, ce que ça permet, c'est d'avoir des statistiques. Oui, je suis contente que vous abordiez ce sujet-là parce que à la base, il y a certains citoyens qui ont mal réagi à l'obligation d'identifier l'animal, mais il faut savoir que pour nous, l'identification, c'est extrêmement important parce que ça nous permet de retracer le propriétaire. C'est la seule façon qu'on a. Je vous dirais qu'on retrace 100 des animaux qui sont identifiés, que ce soit par la médaille ou avec une micropuce. Mais sinon, c'est très difficile pour nous. Oui, mais c'est parce qu'il y a des raisons historiques à ça. Moi, je me rappelle, il y a 20-30 ans, les chiens avaient des médailles, mais les chats n'avaient pas. Bon. Mais effectivement, pour avoir déjà perdu mon chien il y a 20-30 ans, bien, justement, à cause de la fameuse médaille, qui était obligatoire dans le temps. Mais après ça, il n'y a pas eu d'obligation pendant X nombre d'années. Fait que là, je comprends que les gens ont été habitués pendant 10-15 ans qu'il n'y avait pas d'obligation. Là, on revient avec une obligation, chat et chien, les deux. Ben, en même temps, c'est pas très cher. C'est quoi? C'est 10 ou... Oui, c'est peu prix, coûteux. C'est pas ce qui finance le service à 100 mais c'est vrai que pour la ville, je trouve que c'est une belle façon un peu de le financer en partie. Mais c'est surtout, je vous dirais, l'identification, c'est très symbolique, mais c'est surtout l'importance est qu'on est capable de retrouver les propriétaires. Puis comme vous disiez, d'avoir un bon aperçu des besoins là, sur le territoire. Pour avoir déjà vu cette stat-là dans d'autres villes, est-ce qu'il est vrai de dire au Québec ou dans une ville comme Saint-Jean aujourd'hui qu'il y a à peu près un foyer sur deux qui a un animal de compagnie? Au moins, oui. On n'a pas encore la statistique ici, mais certainement, je vous dirais que oui, ici, il semble y avoir beaucoup d'animaux. Les gens, il y a une grosse passion, en tout cas. Ça, on le voit. Bon, là, quand on regarde votre 4000 pieds carrés disponible sur Pierre-Caisse, donc potentiellement, vous pouvez héberger 35 chats et 12 chiens. Oui, au maximum. On essaie que ça ne se rende pas là, mais oui. Je suis très fière aujourd'hui de vous faire visiter notre nouveau refuge de Saint-Jean-sur-Richelieu. Notre collaboration avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et ses citoyens se poursuit et ce nouveau refuge en est le résultat. Nos installations respectent les plus hauts standards de bien-être animal afin d'accueillir comme il se doit les pensionnaires qui nous sont confiés. Les Joannaises et les Joannais peuvent maintenant compter sur ProAnima. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h à 17h et les fins de semaine et jours fériés de 10h à 16h. Nous acceptons tous les animaux ayant besoin d'aide sur les territoires de nos villes et municipalités clientes. Bienvenue dans votre nouveau refuge. Merci de votre confiance. ProAnima. Servir les gens, aider les animaux.
Bon, mais en même temps, ce que je voyais, puis là, vous allez me confirmer l'information, mais est-ce qu'il est vrai de dire que dans la dernière année, vous avez traité, dans le fond, 937 dossiers d'animaux juste pour Saint-Jean? Au moins, oui, je dirais que c'est probablement un peu plus. Oui, c'est énorme, mais c'est une bonne nouvelle en ce sens que nous, on est content quand les gens utilisent le service. On est content surtout quand les gens peuvent retrouver leur animal grâce à nous qui a été perdu. Mais ça peut être aussi des gens qui viennent stériliser, parce qu'on offre le service pour les gens à faible revenu qui peuvent venir à faible coût stériliser leurs chats chez nous. Ça peut être les gardiens de colonies aussi de chats, les gens qui nourrissent les chats à l'extérieur, qu'on encadre, mais aussi qu'on stérilise. Donc, tu sais, c'est des animaux qui passent chez nous pour différentes raisons. Et de ce que j'ai compris aussi, c'est que quand on regarde toujours au niveau des stats, vous sauvez les animaux à raison d'à peu près quoi? 90 %, soit que les gens viennent les rechercher ou que, évidemment, là, vous les mettez à l'adoption, c'est ça. Mais donc, ultimement, vous réussissez à sauver 90 %? C'est un chiffre, le 90 % qu'on sauve, on est très, très fiers parce qu'on a travaillé fort au cours des dernières années. Là, je vous dirais que c'était une toute petite fraction de ça au départ. Et puis, c'était le chiffre qu'on s'était donné comme but parce que dans le domaine de la médecine de refuge, 90 % c'est un organisme qui est considéré no-kill, qu'on appelle dans le jargon du métier, qui fait qu'on sauve tous les animaux qui sont ni trop dangereux ni trop malades pour être sauvés. Mais je prends l'exemple typique, là, disons, dans mon quartier, là, je ramasse un chien ou un chat avec ou sans médaille. Bon, évidemment, s'il y a une médaille, ça va être... Mais dans les deux cas, je vous appelle. J'appelle ProAnima. Puis là, vous venez le chercher. Oui, bien, en fait, oui, on va demander qu'il soit confiné. Ça, c'est important parce que parfois, les gens vont nous appeler, mais je vous dirais que s'il n'est pas confiné, l'animal, même si on fait ça très rapidement, les chances sont qu'on va arriver puis l'animal ne sera plus là. Fait qu'on demande l'aide de la population. Évidemment, si c'est un chien qui leur fait peur, on ne va pas demander qu'il se mette en danger. On va y aller rapidement. Mais oui, effectivement, si c'est un animal qui est errant, on va y aller. Puis là, rendu chez vous, évidemment, s'il y a une médaille, vous allez le retracer, vous allez contacter le propriétaire. Ou s'il n'y a pas de médaille, vous allez faire quoi? On va regarder s'il y a une micropuce. Ça, c'est une petite... la micropuce, c'est un instrument que les gens connaissent moins bien, mais c'est vraiment pas douloureux pour l'animal. C'est moins douloureux qu'un vaccin. C'est inséré sous la peau. En fait, ce qu'on recommande, c'est que les gens y aient avec les deux. Parce qu'un chat, entre autres, c'est pour ça que la médaille, maintenant, elle est importante de la prendre, mais on comprend que c'est pas tous les chats qui veulent la porter. Puis aussi, ils peuvent la perdre à l'extérieur. Alors, la micropuce, c'est comme une assurance que ça, ils peuvent pas la perdre. Puis c'est sûr qu'on va retracer le propriétaire si l'identification est à jour. Ça aussi, mais s'il n'y a aucune identification, quoi, vous mettez la photo sur votre site puis vous attendez 10 jours, c'est quoi? Effectivement, non, pas 10 jours, parce à l'origine, je vous dirais, là, il y a quelques années, 5 ou 10 jours, c'était la donne. On s'est rendu compte, même qu'en réduisant ça, le taux de réclamation n'a pas réduit, non. Fait que maintenant, si l'animal n'est pas identifié, après 24 heures, il est considéré appartenant à ProAnima. Donc, on peut soit le stériliser, le soigner et apporter des soins plus grands ou le mettre à l'adoption. Ouais. Et juste en terminant, parce qu'au-delà des chats et des chiens, moi, je vous ai appelé l'année passée parce qu'il y avait un opossum qui était mort devant ma rue. En fait, dans la rue à côté du stationnement. Puis là, c'est drôle parce qu'au début, pour avoir lu sur Internet, on disait « Ouais, mais des fois, ils font ça, les opossums. Ils font semblant qu'ils sont morts pendant 2 jours. » Bon, finalement, après une semaine, il était vrai, puis il faisait moins 30, là, fait qu'il était vraiment mort. Bref, mais encore là, ça tombe dans votre cours, ça aussi. C'est un service qu'on offre aussi quand l'animal est décédé. C'est que c'est un service qu'on offre, qu'on va recueillir les animaux décédés aussi, parce qu'ils méritent une mort digne, eux aussi, là. Mais il faut savoir que les animaux de la faune, on essaie nous, vraiment, notre rôle est d'assister avec les animaux domestiques. Mais, ceci étant dit, on essaie d'accompagner les gens avec leurs besoins au niveau des animaux de la faune. Il faut savoir que de déplacer un animal de la faune, ce n'est pas légal. Ce n'est pas une loi de ProAnima, ni de la ville, c'est une loi gouvernementale. Mais on essaie de donner des techniques d'effarouchement. Au besoin, on va prêter des cache-trappes si vraiment le besoin est trop grand. Les heures d'ouverture du refuge? C'est de 10h à 17h du lundi au vendredi et de 10h à 16h les samedis et dimanches. Donc, on est ouvert 7 jours sur 7. Oui. Donc, si quelqu'un veut adopter un animal, il pourra aller vous voir? C'est important de savoir que tous les services sont sur rendez-vous. Donc, oui, ils peuvent venir nous voir, mais ça, c'est important. C'est quelque chose qu'on avait prévu, en fait, les rendez-vous avant même la pandémie. Ça nous a forcé à mettre ça en place plus rapidement, mais les gens sont mieux servis sur rendez-vous.
ils savent qu'on les attend, on va être là Tout à pour fait. eux, on sait exactement On peut ce qu'ils adopter. recherchent. Bon. Effectivement. Et juste pour situer les gens, parce que moi-même, ça m'a frappé hier, en fait, vous êtes complètement au fond de la rue Pierre-Caisse. Oui. Parce qu'il y a Pierre-Caisse, évidemment, Grand-Bernier. Puis là, il y a comme le nouveau développement qui est comme à l'arrière complètement. Et là, on voit dans le fond. Effectivement, oui. tout à fait. Mais c'est pas très loin de la 35. Non, c'est pour que les gens situent ce que Mais c'est. oui, effectivement, c'est un nouveau développement. Donc, c'est un bel emplacement qu'on a eu accès. Mais oui, ils peuvent nous trouver tout au bout de la rue Pierre-Caisse. Annie Kerouac, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Coach JP Bégin et des Géants. Et en deuxième partie, Stéphane Goyette de Goyette 360. T'aimes ma casquette? Absolument. Ben, je vais mettre celle des Forts et de décorquer C'est Saint-Jean. du local, ça. Ouais. Voilà une nouvelle intéressante. Un des gérants d'un restaurant McDo de la région, celui du Conrad Gosselin, dans le secteur Iberville, a eu une reconnaissance nationale de la part des restaurants McDonald's comme étant l'un des meilleurs gérants de restaurants au Canada. Il est avec nous. Il s'agit de Dominique Côté. Bonjour, bienvenue et surtout félicitations. Bonjour, M. Nato, ça va bien? Tout à fait. Donc, à quel moment donc avez-vous appris que vous faisiez partie de ces gérants d'exception chez McDo au Canada? Fin novembre, on m'a annoncé que j'étais un des lauréats. Puis c'est vraiment une grosse surprise parce que c'est un bel accomplissement pour un gérant. On voit tout ça dans notre radar quand on devient gérant. C'est un de nos objectifs, en fait. Là. De devenir un jour lauréat de cette reconnaissance-là? Oui, parce que c'est une reconnaissance, veux pas, qui montre notre implication dans la communauté, pour le service aux clients aussi, puis qui montre que nos équipes performent bien. Parce que c'est avant tout c'est pas moi qui sers les clients au jour le jour. Là. J'ai des équipes qui s'occupent de faire ça. De quelle façon ils vous évaluent? Tu sais, si on dit qu'il y a 1400 restaurants McDonald's au Canada, on reconnaît à peu près donc 5 des meilleurs gérants du pays dont vous faites partie, mais comment on vous évalue pour dire, ben lui, il a eu une performance, disons, plus remarquable qu'un autre? Là? Bien, j'ai pas les critères exacts de qu'est-ce qu'ils regardent, mais c'est sûr qu'ils regardent les augmentations de chiffre d'affaires, l'achalandage du restaurant, les codes de satisfaction des clients, codes de satisfaction des employés aussi, parce qu'on ne se cachera pas que c'est le plus important, c'est d'avoir des employés satisfaits qui restent puis qui demeurent dans l'entreprise. Là. Bon. Là, je fais une blague, mais c'est pas vraiment une blague. Tu sais, souvent, les gens ont trouvé ça un peu comique, tu sais, de voir le fameux truc chez McDo, l'employé du mois. Ouais. Mais au-delà de ça, ça reste quand même que dans la culture d'entreprise, on sent que chez McDonald's, que ce soit l'employé du mois ou un des meilleurs gérants au Canada, on sent que il y a toujours une forme de reconnaissance qui est instaurée, disons, au sein de la corporation. Oui, certainement, parce que je pense que qu'est-ce qui est derrière ça, c'est de mettre quelqu'un quelqu'un qui a bien atteint ses objectifs, on veut s'en servir d'exemple. Puis une des façons d'avoir de la reconnaissance, c'est de prouver ou de donner un titre comme ça à quelqu'un. On a souvent dit, et avec raison, parce qu'il y a deux types de personnes qui travaillent chez McDonald's. Il y a les jeunes là, qui font une couple d'années, puis après ça, ils s'en vont aux études, puis ils font d'autres choses de leur vie. Mais dans d'autres cas, un peu comme le vôtre, où on a commencé au bas de l'échelle, alors qu'aujourd'hui, on reste encore au sein de la compagnie. Donc, c'est deux modèles différents, mais souvent, on dit, notamment de la part des jeunes, que quand on marque dans notre CV qu'on a travaillé pour McDo, ça a comme une plus-value parce qu'on sait qu'il a été bien entraîné, qu'il a de la rigueur dans son travail. Donc, c'est une école de la vie, c'est ça? Mais en fait, moi, oui, en quelque sorte. Moi, quand j'ai commencé au McDo, quand j'avais 14 ans, j'avais jamais en tête que 20 ans plus tard, presque 20 ans plus tard, je serais encore chez McDo. Tu sais, j'ai poursuivi mes études, j'ai fait un cheminement pour m'en aller dans complètement autre chose. Puis j'ai gardé McDo comme travail à temps partiel pendant ce temps-là. Mais les compétences puis les connaissances que tu apprends chez McDo, ça donne une rigueur. Puis c'est sûr que dans un CV après ça,
c'est pertinent. Et pourquoi, dans votre cas à vous, au-delà des quelques années où vous étiez comme étudiant, pourquoi êtes-vous resté finalement dans la compagnie puis que vous avez monté dans la hiérarchie de McDonald's? Ben moi, c'est le plus important pour moi, c'était le contact avec les clients, puis c'était le contact avec les autres équipiers. Tu sais, on travaille avec beaucoup de générations de personnes différentes. Ouais. J'ai autant travaillé avec des gens qui avaient 14-15 ans comme moi à l'époque que des gens qui avaient 50, 60, 70 ans. Tu sais, puis tu apprends beaucoup de ces personnes-là. Ensuite de ça, pourquoi j'ai décidé de rester là? C'est vraiment parce que, tu sais, je pouvais aller chercher toutes les connaissances que je voulais avoir, j'ai pu les avoir au travers de McDonald's. Tu sais. J'ai continué à faire des cours de leadership, à faire des cours de pas marketing, mais de mise en produit, de faire des cours de gestion, de comptabilité. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre des choses dans la vie. C'est pas tant le fait de gérer des gens que j'aime. Puis dans le fond, vous vous êtes rendu compte que vous pourriez, dans le fond, continuer à avoir une carrière chez McDonald's plutôt que d'aller ailleurs, finalement. Oui, exactement. J'ai fait les comparatifs après mes études de qu'est-ce que McDo m'apportait puis qu'est-ce que aller dans le domaine que j'ai étudié m'aurait apporté. Puis littéralement, je trouvais que j'avais une plus-value avec McDo. Bon. Là, dans le fond, vous avez commencé chez McDonald's à l'âge de 14 ans au resto de Cowansville. Exactement. Vous avez travaillé aussi à celui de Ange-Gardien puis de Saint-Césaire. Entre autres, oui. Entre autres, mais vous en avez fait d'autres aussi? J'en ai fait d'autres. Quand j'étais à Cowansville, j'ai été jusqu'à assistant gérant à Cowansville, que je m'occupais du Walmart de Cowansville, et on avait ouvert le restaurant de Bromont dans le temps. Donc, j'étais dans ces 3 restaurants-là. Ensuite, j'ai été nommé gérant à l'Ange-Gardien et à Saint-Césaire. Et suite à ça, je me suis envenu ici à Saint-Jean. Bon. Et pourquoi finalement le défi de Saint-Jean? Parce que Conrad Gosselin, c'est quand même un des plus récents McDonald's, en tout cas sur le territoire ici. Là. Ouais. Le temps passe, ça fait quand même quelques années déjà. Mais pourquoi avoir accepté le défi de Conrad Gosselin? Bien, en fait, il y avait une restructuration dans l'entreprise à ce moment-là, alors qu'il faisait il y avait le changement de propriétaire et tout ça. Puis, il y avait un choix logique à un moment donné que moi, j'habitais déjà à Saint-Jean. Donc, j'ai été demandé pour aller au restaurant de Conrad Gosselin comme gérant d'expérience là. Puis, ça a bien tombé pour moi parce que c'est une nouvelle structure. Puis ça m'a amené que maintenant, le propriétaire a ouvert un nouveau restaurant à Farnham aussi, puis c'est moi qui s'en occupe également. Donc, tu sais, il y a toujours des nouveaux défis chez McDo, puis il y a toujours des nouvelles choses à faire. Bon. C'est quoi gérer un McDonald's? Là? Je veux dire, c'est perpétuellement, il faut embaucher parce que, bon, il y a des jeunes qui s'en vont aux études, il faut les former, je veux dire, il y a des nouveaux produits, ça roule dans certains cas pas loin de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc le téléphone n'est pas toujours très, très loin du gérant, j'imagine. C'est quoi la gestion au quotidien d'un McDonald's? Bien, quotidiennement, c'est ça, il faut que je fasse l'embauche des équipes, il faut que je fasse leur formation exactement, puis la formation chez McDo, c'est constant. Donc, un employé que je rentre aujourd'hui dans le restaurant, son processus de formation va durer jusqu'à temps qu'il quitte, qu'il décide que ce soit quelqu'un qui est aux études puis qui va trouver quelque chose. Donc, il y a toujours moi, il faut que je me tienne à jour dans les nouvelles marches à suivre. Il faut que, également, je passe ça à mes nouvelles équipes. Mais il y a aussi la gestion des stocks, la gestion... le plan d'affaires. C'est vraiment une entreprise. C'est sûr que c'est géré par c'est régi par des règles qui sont faites par la corporation, mais tu gères ton entreprise à l'intérieur de ça. La pandémie, dans tout ça, ça a dû être un défi assez particulier parce que là, il y a eu des bouts qu'on était ouvert, pas ouvert, take-out, pas take-out. Bon, là, on est revenu. Bon. Mais je veux dire, puis là, l'histoire des masques en même temps ou tous les trucs sanitaires. C'était quoi comme défi additionnel d'avoir à gérer ou composer avec la pandémie, là? Bien, le plus gros défi, c'était vraiment au début de la pandémie, quand personne n'était certain de rien, personne n'était certain de comment que ça allait. Puis les règles gouvernementales changeaient assez souvent. Puis c'est normal parce qu'eux aussi, ils ne savent pas dans quoi ils s'en vont. Mais c'était vraiment d'instaurer des mesures de distanciation sociale entre nos employés, premièrement, parce qu'il fallait qu'on continue d'opérer le restaurant. Il y a des bouts où l'intérieur des restaurants était fermé, donc on n'avait pas trop à gérer un flot de clients à l'intérieur, mais Conrad Gosselin, on a été un des premiers restaurants à réouvrir les salles à manger, premièrement pour le take-out, après ça pour les salles à manger. C'était vraiment de faire la distanciation entre les tables. Moi, j'avais des gens dans la salle à manger qui étaient là pour gérer le flot parce qu'il faut qu'on gère les gens pour pas mettre des visières avec les masques. On a été vraiment rapidement sur les masques avant même que ça soit demandé parce que on est vraiment axé sur
plus prévenir que de... C'est plus proactif que réactif, là. Donc, on a vraiment vite été à mettre des masques, des visières, installer des plexiglas dans les fenêtres de service au volant. En fait, une gestion de risque, autant pour les clients eux-mêmes que pour les employés. Ouais. Là, y a-tu un employé qui a des symptômes? Il va-tu se faire tester? Il a travaillé avec qui? Qu'est-ce que je fais? Là, je suis chanceux, j'en ai pas eu. C'est tout ça, là. Ouais. Mais c'est pas un stress, mais c'est toujours derrière toi. Il faut toujours que tu penses à qu'est-ce que mon geste d'aujourd'hui va faire par rapport à la pandémie. Puis justement, on n'a pas juste moi ou mes clients à protéger. J'ai mes employés, leur famille. Là, on comprend aussi qu'à plus long terme, vous allez peut-être un jour profiter de vos connaissances en graphisme pour les mettre au profit de la corporation McDonald's? En fait, ça, c'est un rêve ultime, là. C'est quelque chose que je ferais dans plus longtemps. La corporation, c'est une chose. Le côté franchisé, c'est autre chose. Là, moi, mon but, c'est de devenir superviseur d'opération pour mon franchisé. Donc, de superviser plusieurs restaurants, de m'occuper de plusieurs gérants. Ça, c'est mon objectif aujourd'hui. Ça, c'est le prochain step, là. C'est le prochain step. Puis l'autre d'après, c'est peut-être... Ben, tu sais, c'est sûr que s'il y aurait des ouvertures, mais éventuellement, fait que c'est ça. J'ai étudié en graphisme et en marketing, donc c'est des choses que je pourrais mettre à profit aussi. Bien, bravo encore une fois, félicitations. Puis donc, Dominique Côté, parmi les meilleurs gérants des restaurants McDonald's au Canada en 2020. Donc, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous revient avec le mot de la fin. Petite information importante pour les commerçants, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a assoupli sa réglementation pour permettre l'installation de tentes ou de terrasses temporaires à l'entrée des magasins avec le froid. Évidemment, on ne peut pas faire entrer un nombre X de personnes dans le magasin, donc on permet l'installation de tentes ou de terrasses temporaires maintenant. À demain! Bye-bye!